Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 1934, à la veille de la guerre civile espagnole, le grand poète García Lorca a 36 ans et il ne peut pas savoir, bien sûr, Federico, qu'il ne lui reste en vérité que 2 ans à vivre. Une pièce a été créée qu'il vient d'écrire, Yerma. Elle raconte un drame rural, une paysanne qui tue son mari parce qu'il ne lui fait pas d'enfant. Il y a toute une partie de l'opinion qui déteste cette pièce. À droite, dans la droite nationaliste espagnole, on la trouve immorale, cette pièce, pleine de blasphème, de grossièreté, et on stigmatise son auteur en tant qu'homme de gauche d'abord, et parce qu'il aime les hommes par ailleurs. Lorca, pourtant, ne fait pas de politique. Il ne veut pas faire de politique. 13 juillet 1936, c'est l'assassinat de Calvo Sotelo, ce député monarchiste tué par la police républicaine, et ça va être le début de l'insurrection qui avait été, disons les choses, préparée depuis longtemps dans ces milieux nationalistes. Federico est à Madrid à l'époque et les événements lui font peur. Il décide de partir pour aller rejoindre les siens à Grenade. Il se dit que là-bas, il sera quand même plus à l'abri, malgré l'avis de ses amis, dont Luis Buñuel. Buñuel l'abjure de rester à Madrid. Federico, des horreurs se préparent. Reste ici, lui dit-il. Tu seras beaucoup plus en sécurité à Madrid. Les derniers mots de Lorca avant de quitter la capitale, c'était le 15 juillet, sont pour son instituteur, Antonio Rodríguez Espinosa, chez qui il se rend dans la nuit pour lui emprunter l'argent du billet de train. L'orage gronde et je rentre à la maison. Là-bas, je serai à l'abri de la foudre, dit-il. 17 juillet, c'est le soulèvement militaire du général Franco, qui va être très vite rejoint par les phalangistes, des monarchistes. Tout ça se déclare au Maroc, en Navarre, à Séville, avant de s'étendre bientôt à l'ensemble de la péninsule. Et dans les 2 jours qui suivent, on peut dire que l'Espagne nationaliste s'est soulevée. Le 20, le gouvernement républicain fait armer les milices syndicales, socialistes, communistes et même anarchistes. L'insurrection est écrasée à Madrid, à Barcelone, à Valence, et dans les jours qui suivent, ça y est, ce sont les massacres qui commencent. Les massacres dans les 2 camps. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né à la campagne, Federico, en 1898, né pas loin de Grenade, où son père possède une grande propriété, la Huerta de San Vicente. Federico a 2 passions, c'est la musique et puis bien sûr la lecture. Alors il travaille le piano dès l'âge de 10 ans, mais c'est aussi un bon guitariste. Il chante également, il s'accompagne au piano. Il nous reste d'ailleurs de sa main un certain nombre d'harmonisations de chansons folkloriques, des chansons populaires andalouses qu'il a immortalisées. Et après plusieurs années passées à Grenade, il décide d'aller tenter sa chance à Madrid, où il va devenir l'ami de tout ce qu'il y a d'avant-gardiste dans l'Espagne de l'époque. Luis Buñuel, je vous l'ai dit, Salvador Dalí, bien sûr, très proche de Buñuel par ailleurs, Rafael Alberti, bien sûr, ou José Bergamín. Et parmi ceux qui deviendront des artistes influents en Espagne, il n'y en a pas beaucoup qui ne soient pas finalement des proches de García Lorca. Vous l'imaginez, García Lorca, avec sa grosse tête et son visage parsemé de grains de beauté. Il est brun de peau avec les sourcils fournis, les cheveux d'un noir de jais qui lui donne un petit air gitan. Il n'est pas grand, il fait 1m70, assez robuste, avec une légère claudication qui est due à une jambe qui est un tout petit peu plus courte que l'autre, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de séduire son entourage, si l'on en croit du moins le témoignage de Luis Buñuel. Très brillant, charmeur, avec une volonté visible d'élégance, la cravate impeccable, l'œil sombre et brillant, Federico exerçait une attirance, un magnétisme auquel personne ne résistait, dit-il. Federico n'avait rien d'efféminé dans son comportement, aucune affectation. D'ailleurs, il n'aimait pas les parodies et les plaisanteries faites à ce sujet. Federico ne croyait pas en Dieu, mais conservait et cultivait un grand sentiment artistique de la religion. Je crois que c'est assez bien dit et ça exprime assez bien une part essentielle de l'inspiration de García Lorca, qui s'implique de plus en plus dans cette avant-garde espagnole. Il va publier 3 recueils de poèmes, dont Romance Gitano, la romance gitane. Son recueil de poèmes le plus connu est donc de 1928.
à l'égal de Manuel de Falla, qui est son maître d'une certaine manière, et dans des pages qui sont brèves, intenses, dans des pages assez brûlantes, tout andalouses finalement, il nous livre une version mythique, exemplaire de son Andalousie natale. Lorca adore s'encanailler, souligne son biographe Albert Bensoussan, s'encanailler littérairement parlant, et sa poésie abonde en violences gitanes ou andalouses, femme objet, femme soumise, virilité du mâle dominateur, poignard en main, mépris dans l'œil. Le poème le plus provoquant pour la société espagnole de l'époque, c'est la romance de la garde civile. Et ça va rester le plaidoyer le plus violent du poète contre des forces policières espagnoles qui le glacent. Je cite: « Ils montent de noirs chevaux dont les ferrures sont noires. Des taches d'encre et de cire luisent le long de leur cape. S'ils ne pleurent, c'est qu'ils ont du plomb au lieu de cervelle. Avec leur âme en cuir verni par la chaussée, ils s'en viennent. » Vous écoutez Radio Classique. À la fin des années 1920, il y a une grande disparité dans la vie de García Lorca entre le succès qu'il a comme auteur et les souffrances qu'il éprouve dans sa vie privée. Il a de plus en plus de mal à cacher son homosexualité à ses amis, à sa famille. Ça crée en lui une angoisse qui va virer à la dépression. Et tout ça atteint son paroxysme dans la collaboration avec ses deux grands amis surréalistes que sont Dali et Buñuel. Le film, vous le connaissez, c'est Un chien andalou, bien sûr, en 1929. Et dans ce film, Lorca ne peut pas s'empêcher de voir une allusion, pour pas dire même une attaque, à son encontre. Selon lui, le chien andalou, c'est lui, c'est les autres poètes qui sont jugés décadents. Il faut vous dire qu'à l'époque, il est très amoureux de Salvador Dali. Dali est assez ambigu avec lui, mais la vérité, c'est que Dali va finir par épouser Gala, et c'est terrible ça pour García Lorca. Et la famille qui comprend un peu ce qui est en train de se passer, même si elle n'a pas une claire conscience des causes exactes, la famille préconise un changement d'air. Alors, ce qu'aimerait faire García Lorca, c'est partir pour Paris. C'est la ville lumière qui, à l'époque, polarise toute une diaspora d'artistes espagnols, Dali et Buñuel d'ailleurs, mais aussi Juan Gris, bien sûr, et puis Picasso. Et pourtant, Lorca ne viendra pas à Paris. On s'arrange pour lui faire un voyage beaucoup plus long. On est en 29, là. On l'envoie aux États-Unis, accompagné d'un diplomate, Fernando de los Ríos, qui est un grand ami de la famille. Et pour García Lorca, New York, c'est un peu la projection effrayante de la vie moderne et industrielle. En plus, il ne parle pas anglais, il n'y arrive pas. Il va plutôt s'enthousiasmer pour Cuba, lui, qu'il va visiter dans la foulée. Et c'est à Cuba qu'il va enfin vivre pleinement sa sexualité avec une forme d'insouciance. Il faut vous dire qu'il n'y a pas à Cuba les préjugés, les interdits qu'on trouve dans la métropole espagnole encore très corsetée. Le retour en Espagne en 1930 coïncide avec la chute de la dictature de Primo de Rivera, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. C'est donc la proclamation de la République. Lorca est directeur de la société de théâtre étudiante subventionnée qui s'appelle la Barraca. Sa mission, c'est de faire des tournées dans les différentes provinces, essentiellement dans les zones rurales, pour essayer de diffuser auprès du plus grand nombre le grand répertoire classique espagnol. Il s'agit de faire connaître le grand théâtre aux couches sociales déshéritées. C'est tout le programme culturel de cette époque républicaine espagnole, avec pour mot d'ordre « Le théâtre appartient à tout le monde, c'est l'école du peuple ». Et voilà comment on va monter à la Barraca, sous la direction de Lorca, des pièces de Lope de Vega, de Calderón, de Tirso de Molina, de l'Esperpento également, et puis de Cervantes, et puis les pièces même, les pièces même de Lorca. La compagnie va comme ça circuler jusqu'en 1936 et visiter pas moins de 70 localités, de belles villes, mais aussi des petits villages. La cabale n'en est pas moins importante contre Lorca dans la presse nationaliste. Ça s'amplifie, on voit bien que ça ne s'arrêtera pas aussi facilement que ça. On met toujours en avant son homosexualité avec un jeu de mots facile, puisqu'on l'appelle Federico García Loca. Loca en espagnol, c'est la folle, vous voyez.
C'est dans le cadre de cette compagnie, la Baraka, que Federico va rencontrer un footballeur, Rafael Rodríguez Rapún, que lui surnomme 3R, parce que ce sont ses 3 initiales. Hein. Il est à l'Atlético de Madrid, ce joueur. Federico est un supporter de l'Atlético, et on peut dire que le footballeur, Rafael, devient son compagnon. Lorca lui écrit des lettres d'amour. Tout ça disparaîtra avec la mort de Rafael au combat le 18 août 1937. Rafael Rodríguez Rapún est dans les rangs républicains, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser. Pas mal des amis de García Lorca s'engagent à ce moment-là en politique. Je pense à Rafael Alberti qui va carrément prendre sa carte au Parti communiste. Lorca, lui, voudrait rester neutre. Il se définit, je le cite, comme un anarchiste communiste libertaire, païen, catholique, traditionnaliste, monarchiste. Essayez de vous y repérer avec ça. Il est un peu tout ça. On pourrait presque dire de García Lorca qu'il est à lui tout seul toute l'Espagne avec ses contradictions immenses. Il veut donc essayer de rester hors de la mêlée, sinon tout à fait au-dessus. Ça ne va pas l'empêcher d'avoir à répondre de son poème sur la garde civile, là, le poème que je vous ai lu tout à l'heure. Ça lui vaut quand même une citation en justice le 3 juillet 1936. Vous voyez, 3 juillet 36, on est juste avant le coup d'État de Franco. Federico s'en sort plutôt bien, puisqu'il est gentil devant le jury, il a une grande force de persuasion, et le juge, finalement, se dit que, bon, voilà, il n'est pas si méchant que ça, ce Federico García Lorca. Quand même, il va traîner maintenant avec lui cette étiquette gênante de pourfendeur de la garde civile, ce qui, dans l'époque qui est en train de s'ouvrir, est mal porté, est-ce que j'ai besoin de vous le dire. En juillet 36, ça y est, ce sont les affrontements dans Madrid, je vous en disais un mot au tout début. Federico est complètement reclus chez lui, et donc il décide, vous vous rappelez, de rentrer à Grenade. Il ne sait pas encore que c'est ça qui va le perdre. Il arrive à Grenade le 14 juillet 36, quelques jours avant le début officiel de l'insurrection. Il se réfugie donc à la Puerta de San Vicente, dans sa famille, et la presse locale le dit. On sait où il est, on sait où il se terre. Et en réalité, son objectif, c'est de repartir, d'aller au Mexique, qui est une terre d'exil pour beaucoup de républicains espagnols. Là-bas l'attend l'actrice Margarita Xirgu, qui remporte un grand succès avec les pièces de théâtre de Lorca. Seulement voilà, Federico attend que Raphaël finisse ses examens. C'est comme ça, le père du jeune homme a décidé qu'il fallait que Raphaël aille jusqu'au bout de son cycle d'examen. Il voudrait partir avec lui au Mexique. Ça, c'est l'erreur, évidemment. S'il était tout de suite parti au Mexique début juillet, il est évident que tout aurait été différent. Il ne se serait pas jeté dans la gueule du loup. Et d'autant que les phalangistes grouillent dans Grenade, ils détestent Lorca, c'est l'homme du théâtre populaire, c'est le corrupteur de la jeunesse et des bonnes consciences paysannes, c'est le poète homo, si vous voulez. Le 20 juillet, la garnison de Grenade va tomber aux mains des putschistes. Ce sont les escadrons de la mort qui vont enchaîner les exactions aux portes de la ville. Et le 6 août, un de ces escadrons, conduit par le capitaine Manuel Rojas, va faire irruption au domicile du poète et de sa famille. Il est persuadé, Rojas, que Federico possède un émetteur radio clandestin et que grâce à ça, il entre en contact avec les Russes. Vous voyez un peu tous les fantasmes de l'époque. On fouille la maison de fond en comble, on trouve rien. Mais quand même, on voit bien qu'autour de Federico, l'étau se resserre et se resserre encore. Franck Ferrand sur Radio Classique. Albert Bensoussan a fait un beau travail pour retracer tous les derniers jours de Lorca. On le voit contacter Luis Rosales, qui est un ami d'enfance, l'éditeur de ses premiers écrits. Rosales et ses frères ont beau avoir adhéré à la Phalange, ils sont assez proches de ce camp nationaliste, et pour autant, ils sont prêts à porter secours à leur ami, en tout cas à Luis, à porter secours à Federico. Il propose sans hésiter à Lorca de l'héberger, on n'est pas loin de Grenade à ce moment-là, et dans la nuit du 10 août, c'est un chauffeur des Rosales qui vient discrètement chercher Federico à la Huerta pour l'emmener, pense-t-on, en lieu sûr, qui irait le chercher chez les Rosales, dont on sait qu'ils sont tout à fait acquis à la cause franquiste. Federico s'est habillé en costume marin et cravate noire. Il emporte avec lui un petit peu de linge de rechange. On le loge au 3e étage d'une belle bâtisse. Et au même moment,
les phalangistes opèrent une nouvelle descente à la Huerta. On a envie de dire, il était temps. Le 15 août, les phalangistes sont de retour, et cette fois avec un mandat d'arrestation du poète. Et la sœur de Federico, elle s'appelle Concha, elle va finir par céder. On la presse de questions et elle révèle la cachette de son frère. Et Federico est mis au courant de cette trahison familiale. On projette dans l'urgence quelques hypothèses de fuite. Et dans la nuit du 16 août, il est 1h du matin, la bâtisse des Rosales est encerclée. L'escadron est commandé par un phalangiste pur et dur qui s'appelle Ramon Ruiz Alonso. Lorca est recherché au motif qu'il aurait causé plus de mal avec sa plume que d'autres avec un revolver. C'est ce que dit en tout cas Alonso quand il se présente. Et Lorca entend tout ça depuis son 3e étage. Il se met à genoux devant l'image du Sacré-Cœur et il essaie de prier, mais rien ne sort de sa bouche qui est sèche. Les phalangistes mettent sans difficulté la main sur lui. On l'emmène en voiture à la préfecture. Alors là, il se trouve que le gouverneur civil est absent et qu'il est remplacé par un lieutenant-colonel de la garde civile qui connaît le fameux poème, là, la fameuse romance. Et la famille Rosas et l'avocat de Lorca ont beau intervenir, faire tout ce qu'ils peuvent, et ils n'arrivent pas à changer le cours des événements. On a une impression d'inexorable dans cette affaire. Le 18 août, à 3h du matin, Federico menotté quitte la préfecture avec un autre condamné, un instituteur. On les conduit ainsi que 2 militants anarchistes à 10 km de là, au bord d'un ravin, à Visnar. Il y a un jeune garde civil là, qui est pris de compassion et qui va expliquer à Federico ce qui l'attend. Il l'aide à prier parce que Federico n'arrive pas à se remémorer le confiteor que sa mère lui avait appris. Les 4 hommes sont alignés devant une oliveraie au moment où le jour se lève, et puis on va les fusiller et jeter les corps dans une fosse. On voit encore la fosse où se mêlent les corps recouverts de chaux de milliers d'autres martyrs de cette guerre fratricide espagnole. Il faut imaginer ce que c'est que l'Espagne de cette guerre civile. C'est Antonio Machado, le grand poète sévillan, qui va rendre un hommage à Lorca. Le peloton de ses bourreaux n'osa le regarder en face. Ils avaient tous fermé les yeux. Il prit, Dieu même n'y peut rien. Et mort tomba Federico, du sang au front, du plomb dans les entrailles. Apprenez que le crime a eu lieu à Grenade. Pauvre Grenade, sa Grenade. Franck Ferrand sur Radio Classique. Garcia Lorca a été passé par les armes et enterré dans un ravin en un lieu difficile à localiser. C'est ce que dit un document qui date de 1965, qui a été retrouvé dans les archives de la préfecture de police de Grenade. L'Espagne, pendant la transition qui suivra la mort de Franco, va se doter d'une loi d'amnistie pour tourner la page de la guerre civile. Vous savez, c'était en 77, ça. Je vous en ai dit un mot il y a quelques semaines. Les Nations Unies, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont réclamé l'abrogation de ce pacte de l'oubli. Le but, c'était de réconcilier les deux Espagnes, mais il y a quand même 1 million de morts de cette guerre civile. 4% de la population, on n'imagine pas ce que c'est. Le mystère continue donc à planer sur les circonstances précises de la fin du poète assassiné. En 2008, le juge des droits de l'homme le plus célèbre du pays, qui s'appelle Baltasar Garzón, qui t'en fait parler de lui, Garzón a ouvert une enquête sur les crimes du régime, mais cette enquête a été abandonnée tout simplement parce que c'est un sujet qui est encore très sensible aujourd'hui même en Espagne. Et les historiens qui cherchent la vérité devront sans doute renoncer à l'idée qui depuis si longtemps les animait, qui est d'identifier le corps de Federico Garcia Lorca grâce à son ADN. En fait, c'est un exercice quasiment impossible dans les circonstances où tout ça a eu lieu. Et puis, les héritiers de l'auteur, de toute façon, ont répété et répété encore que, quoi qu'il arrive, ils s'opposeraient à ce genre d'examen. Donc, le mystère nimbera définitivement la mort de Garcia Lorca. Vous écoutez Radio Classique.